Bonsoir et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de la soirée dont tels sont les principaux titres. Tenue d'une rencontre officielle pour renforcer le rôle des collectivités locales, c'était au Djibouti Palace Kempinski présidé par le Premier ministre. Et dans l'actualité internationale, un Palestinien a été tué par l'armée israélienne en Cisjordanie. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Nous commençons avec cette réunion de travail pour renforcer le rôle des collectivités locales et leur donner plus d'autonomie et de moyens, présidée par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed au Djibouti Palace Kempinski. C'était ce matin. Cette réunion s'inscrit dans le cadre d'une subvention de 950 000 € de prêt de l'Union européenne, soit près de 202 millions de francs Djibouti initiés en 2017. À son arrivée, le Premier ministre a été accueilli par le ministre délégué auprès du ministère de l'Intérieur chargé de la décentralisation, Hamad Mohamed Aramis, le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, Madame le maire de Djibouti, Fatouma Awale Ousmane, et le chef de section coopération de la délégation de l'UE à Djibouti, M. Bernard François. La cérémonie a été placée sous les auspices du Premier ministre en présence de nombreuses personnalités. La rencontre a regroupé l'ensemble des élus communaux et régionaux. Ainsi, ce projet d'appui a comme objectif spécifique le renforcement des capacités des acteurs concernés, à savoir le renforcement des capacités, ses missions d'appui, le conseil de plaidoyer aux collectivités, le renforcement des capacités de la mairie et des communes de Djibouti pour les aider à assumer au mieux leurs compétences. Également, le renforcement des capacités des acteurs de la décentralisation. La rencontre a vu la participation de plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre de l'Habitat et de l'Environnement, Madame Moumina Hamad Hassan, ministre de la Femme et de la Famille, de la secrétaire d'État aux Affaires sociales, Mouna Ousmane Aden. Lors de son intervention, Mme Fatouma Awale Ousmane n'a pas manqué de remercier l'Union européenne, l'association des maires francophones qui appuie ce projet visant donc à renforcer tous les aspects et volets de la décentralisation, ce qui apportera, selon elle, une meilleure gestion des affaires locales. Je propose de suivre. Le premier des événements qui nous réunit ici ce jour est le projet d'appui aux collectivités locales de Djibouti avec l'appui financier de l'Union européenne à hauteur de 950 000 € pendant 36 mois. Ce projet porte sur trois principaux objectifs suivants, à savoir le renforcement des capacités de l'Association nationale des collectivités locales djiboutiennes à assurer ses missions d'appui, de conseil aux collectivités et de plaidoyer, mais aussi le renforcement des capacités de la ville de Djibouti pour l'aider à assumer au mieux ses compétences. Et enfin, le renforcement des capacités des acteurs de la décentralisation. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, à travers ce projet, nous sommes certains d'améliorer notre méthode de travail et d'apporter beaucoup de réponses aux préoccupations de nos communautés de base. Pour moi, je suis parfaitement convaincu que ce projet d'appui contribuera à l'affermissement de la décentralisation et à la bonne gestion des affaires locales, mais aussi servira à compléter et à soutenir le renforcement des capacités et l'autonomisation des collectivités locales qui sont les principales missions de notre association. En effet, les réalisations concrètes en termes d'équipement et d'infrastructures, mais aussi le développement du savoir-faire sont les principales actions pendant les mois à venir qui permettront aux élus locaux d'encimenter le terreau de la décentralisation, qui est une volonté si chère à son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République de Djibouti. Nous en sommes rassurés encore aujourd'hui par la présence à nos côtés de son Excellence M. Abdelkader Kamel Mohamed, Premier ministre de la République, à qui nous voulons traduire toutes nos gratitudes pour son soutien permanent aux élus locaux djiboutiens et qui ne ménage aucun effort pour traduire l'engagement du gouvernement à approfondir la décentralisation. Le ministre de la décentralisation a pris la parole pour remercier le Premier ministre d'avoir accepté de parrainer cet événement, car selon lui, elle témoigne de la volonté et de la détermination du gouvernement à s'engager dans le processus de la décentralisation. Suivons le mot du ministre de la décentralisation. Gardons-nous de tout malentendu. Je ne voudrais pas qu'on comprenne et qu'on réduise notre politique de décentralisation
à une simple gestion administrative. Je ne voudrais pas qu'on tienne nos élus locaux pour de simples relais de l'administration centrale, car l'ambition que le président de la République a assignée à notre décentralisation, c'est aussi d'ouvrir une nouvelle ère de développement économique répartie sur l'ensemble du territoire national, de sorte à ce que notre croissance économique soit aussi le vecteur d'un développement social par le biais de la lutte contre le chômage et la précarité de toutes sortes. C'est pourquoi mon département s'évertue aussi à mettre en place les dispositifs techniques et législatifs pour que la décentralisation impulse un développement économique de nos territoires basé sur les potentialités et les spécificités de chaque région en adéquation avec la vision 2035 et les plans de développement régionaux arrêtés au Conseil des ministres. J'ai commencé mon intervention en rappelant que la décentralisation est un processus de longue haleine. Néanmoins, ces succès d'étapes et de conquêtes nous encouragent à persévérer et même à accélérer la cadence. C'est pourquoi cette année, en ouvrant le chantier de la fiscalité locale, le gouvernement a envoyé un signal politique fort pour montrer que ce processus a encore franchi un palier supplémentaire. Et à l'avenir, nous allons encore franchir d'autres paliers. Et cela va de soi que le pouvoir public fera tout pour progresser sur ces schémas. Mais dans cette aventure, nous avons besoin de toutes les énergies, aussi bien des acteurs publics que privés. Et comme l'a rappelé à juste titre le président de la République lors de la journée de l'alimentation, la semaine dernière, je réitère ici encore mon appel aux investisseurs aussi bien nationaux qu'internationaux. Nos régions regorgent des opportunités, venez y investir. L'État vous accompagnera avec des mesures incitatives. La parole en dernier, le Premier ministre a également abondé dans le même sens, d'autant qu'il vient d'achever une tournée dans les régions de l'intérieur pour évaluer les avancées enregistrées en la matière et concernant ce processus conduisant à une décentralisation plus effective de jour en jour. Écoutons le Premier ministre. Notre pays est engagé sur la voie de la décentralisation harmonieuse et équilibrée de l'ensemble du territoire national, la promotion de la démocratie locale, la participation des citoyens dans les actions de développement et la gestion des affaires publiques. Toutefois, force est de constater qu'à l'aune de l'objectif de développement durable, ce processus reste inachevé, mais les efforts entrepris restent inlassables à tous les niveaux du processus. Comme vous pouvez le constater, le gouvernement a pris de nombreuses mesures pour propulser le processus de la décentralisation en mettant l'accent en premier lieu sur la déconcentration des services publics et administratifs, le renforcement de l'administration générale et territoriale pour un développement des infrastructures et services dans les 5 régions suivent déjà son cours. Mesdames et messieurs, le gouvernement a engagé un processus de réforme dans le but de moderniser et de développer le pays, signalant que la décentralisation et le développement local occupent une place importante dans l'action de l'État. Appuyé par la stratégie nationale de la déconcentration fixée par un plan triennal, le degré de transfert de compétences donne des résultats rassurants, mais nous devons encore doubler nos efforts. La mise en place d'une commission nationale de la décentralisation, appuyée par un comité technique et une structure de coordination territoriale pour prendre les mesures nécessaires au transfert effectif des compétences et assurer un suivi régulier de la mise en œuvre de la stratégie de la décentralisation, démontre l'engagement du gouvernement pour rendre effectif ce processus. J'espère que d'ici 2019, après une étude de suivi-évaluation du SCAP, nous obtiendrons des véritables contours sur le degré d'effectivité de ce processus. Mesdames et messieurs,
La décentralisation en tant que processus politique est complexe et parfois conflictuel, requiert un leadership permanent et l'engagement ferme de l'État dans le transfert effectif des compétences et des ressources vers les collectivités territoriales décentralisées. C'est ce qui ne manque pas au gouvernement. C'est pourquoi, depuis la rentrée gouvernementale, j'ai effectué différentes réunions sectorielles sur l'évaluation des degrés de transfert de compétences. J'étais accompagné par le ministre de l'Intérieur, le ministre délégué chargé de la décentralisation, le ministre du Budget ainsi que d'autres membres du gouvernement et les députés des régions. Je vous emmène au Rwanda où le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, participe à une session des travaux du Parlement panafricain. Le président de l'Assemblée nationale djiboutien a prononcé à cette occasion un important discours dans lequel il a insisté sur les défis qui attendent tous les parlementaires africains pour mettre en œuvre les outils de développement économique. Cette session est dirigée par le président du Parlement panafricain, un Camerounais dénommé Roger Nkoudou, élu en mai dernier. Le président rwandais Paul Kagame a honoré de sa présence l'ouverture de cette session. Le président rwandais est également le président en exercice de l'Union africaine. Il a indiqué au début de son mandat vouloir apporter d'importantes réformes au sein de l'Union africaine. Le président du Parlement djiboutien, Mohamed Ali Hamad, a souligné que le Parlement panafricain est le haut lieu où les Africains font leur choix. C'est l'emblème de notre solidarité agissante, la maison commune où nous partageons des valeurs collectives que nous chérissons, a-t-il martelé. Et le haut lieu où nous faisons conjointement nos choix. C'est l'emblème de notre solidarité agissante. C'est la maison commune où nous partageons des valeurs collectives. C'est le rempart où nous abritons les valeurs cardinales que nous chérissons. Dans cette arène, nous conjuguons nos efforts et menons de front la lutte pour promouvoir et défendre des principes qui nous sont chers, comme le droit de l'homme et la démocratie en Afrique. Ici, au pays des mille collines, fierté de l'Afrique contemporaine, nous sommes ensemble pour encourager la bonne gouvernance, la transparence et la responsabilité dans les États membres. Sous ces toits communs, nous promouvons la paix, la sécurité et la stabilité. Dans cette belle enceinte, nous militons pour accélérer l'intégration du continent africain à travers l'Union africaine. Monsieur le Président, mes chers confrères, main dans la main avec nos peuples, nous devons créer les conditions d'un avenir plus prospère pour le peuple africain. Le Parlement panafricain doit être le catalyseur du redressement économique et l'autosuffisance collective de notre continent. Retour à Djibouti avec l'inauguration d'une unité de production d'oxygène. Le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a par ailleurs inauguré ce matin une nouvelle unité de production d'oxygène à l'hôpital général Pelletier. La cérémonie d'inauguration a eu lieu en présence du ministre de la Santé, Dr Jamal Moukié, le directeur de l'hôpital général Pelletier, Hussein Mohamed, et du staff médical de cet hôpital. Une aide d'honneur a été formée à l'arrivée du Premier ministre par l'ensemble du personnel et des médecins de l'hôpital. Puis, il a procédé à la coupure du traditionnel ruban inaugural. Par la suite, le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed et le ministre de la Santé, Dr Jamal Mouki, ont suivi une visite guidée de l'unité de production d'oxygène sous les explications et l'éclaircissement du directeur de l'hôpital. Avec une capacité de production supérieure à 200 bouteilles par jour, cette nouvelle unité apportera un plus et répondra aux besoins de l'hôpital. Elle a été financée par le Fonds saoudien de développement économique.
l'indépendance d'avoir une unité de production d'oxygène, c'est quelque chose de très important. Quelque chose de très important sur le plan de la santé en général, mais en particulier voilà, pour nous chirurgiens qui avons beaucoup besoin de l'oxygène au bloc ou en réanimation. Donc c'est un apport très considérable. Donc le fait d'avoir sur place la production d'oxygène, voilà, c'est un pas très important dans la prise en charge correcte des patients djiboutiens. Donc je félicite toute l'équipe du ministère de la Santé et aussi de l'hôpital général Pelletier. Dans un mot prononcé à cette occasion, le ministre de la Santé a indiqué que cette nouvelle unité de production d'oxygène est totalement automatisée et répond aux normes de qualité et de la préservation de l'environnement. Il a demandé à tous les personnels chargés de sa gestion d'en faire bon usage et de pérenniser cette importante unité de production d'oxygène. Écoutons le ministre de la Santé. Comme vous le voyez vous-même, la centrale a une capacité de 200 bouteilles par jour, ce qui est extraordinaire, ce qui est une première pour les hôpitaux de la République du Djibouti. Cette centrale servira que l'hôpital Pelletier. Il y a 2 autres centrales, une autre neuve qui se fera à PK12 bientôt, qui sera inaugurée, et elle qui va servir les 5 régions et les restes des hôpitaux. Un oxygène pur de 99% de pureté, ce qui est vraiment exceptionnel. Hier, là où elle était à l'hôpital Pelletier, et aujourd'hui, il y a une différence vraiment énorme. Il y a les médecins spécialistes qui ont été multipliés par 3. Il y a le personnel paramédicaux qui a été recruté. L'hôpital Pelletier a un staff dynamique et qui travaille. Il y a la collaboration cubaine. Il y a aussi des frères maliens, franco-maliens et maliens qui sont là, qui appuient la République de Djibouti. Et pour nous, c'est un honneur de compter sur eux aussi. Et nous le remercions. Quant au Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, il s'est dit satisfait de la finalisation de ce projet et a remercié au passage le pays donateur, suivant donc les propos du Premier ministre. Je vois que ces équipements sont tous flambant neufs et c'est une très bonne chose. En général, l'oxygène est pompé à partir de l'air ambiant, hein, donc c'est ce qui se passe ici. Effectivement, il y a l'eau aussi qui est pompée en même temps que l'humidité, mais il y a des appareils pour extraire l'humidité de l'oxygène. Donc, même s'il n'y a pas de risque zéro, c'est quand même, c'est pas, disons, très bien d'installer les équipements d'oxygène parce qu'il y a de l'azote aussi à côté. Ce sont des produits inflammables. Restons dans le domaine de la santé pour parler cette fois d'hygiène, plus précisément l'hygiène environnementale. Il s'agit des abords de la corniche dont l'état des lieux nous interpelle tous. Ce soir, nous allons découvrir le côté caché ou l'envers du décor de cette place qui est synonyme, en principe, de détente et de haut lieu de convivialité. C'est un magazine de la rédaction. Choukla, elle nous en dit plus. La corniche, nous en parlions dans un précédent magazine sous son aspect attractif et sa contribution à l'art de vivre dans Djibouti-ville. C'était Djibouti by Night. Incontestablement, la corniche est le nom qui est donné à cet espace. L'image de la ville de Djibouti est revalorisée, mais également plus attrayante. 22 heures. La corniche, noire de monde, de véhicules, accueille des Djiboutiens au sein de ces différents établissements. Restaurants, boutiques sont en plein boom de leur activité. Jeunes, moins jeunes, familles, touristes, à peu près toutes les catégories sont rassemblées pour un moment de convivialité mais aussi de partage. On peut avancer que la corniche est victime de son succès, de ses usagers mais également de ses exploitants. En effet, l'envers du décor à la lumière du jour soulève des inquiétudes ainsi que des interrogations quant à la pérennité de cet espace prisé par la population djiboutienne. Cet envers du décor révèle durant la journée des traces du passage des clients venus consommer dans les commerces œuvrant le soir. En addition des déchets générés au cours de leurs horaires d'ouverture, il n'est pas rare de voir toutes sortes de détritus émailler la lagune de Venise, voire les rivages de sa route. Dans le cadre de la préservation de l'écosystème, de l'outil de travail, mais également les emplois que représente la corniche, cette situation interpelle. Pour commencer, nous avons essayé de joindre le ministère en charge de l'environnement, mais en vain. Dans l'idéal, nous devrions assister à une gestion qui devrait concerner l'ensemble des acteurs, ce qui n'est pas le cas.
En outre, les eaux usées, durement et simplement rejetées sauvagement dans la mer, condamnent à moyen et long terme la corniche, cet espace de détente. Quelle est donc la solution? Il serait naturellement préférable d'envisager de réunions rassemblant les intéressés afin de coordonner efficacement les efforts des uns et des autres pour aboutir à un résultat digne de ce qu'incarne la corniche, à savoir un certain esprit djiboutien, notre gastronomie, notre art de vivre. La direction de l'enseignement technique et de la formation professionnelle s'est réunie ce matin au LIC avec des jeunes diplômés de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, y compris les jeunes de la filière du bâtiment qui ont participé à la construction de 11 logements en collaboration avec la Fondation IOG Droit au logement. On prépare donc à cette réunion le directeur général de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Abdelkader Hamad, et ses proches collaborateurs. C'est dans ce sens que le MENFOP a pris l'initiative de mettre en place une commission de sélection de groupes de jeunes désireux de s'investir dans la création d'entreprises pour une formation d'une année au LIC. La sécurité des systèmes informatiques a été donc au centre des discussions au Djibouti Palace Kempinski entre les entreprises de la place et la société Oracle qui présente à cette occasion des nouvelles applications. Des experts d'Oracle ont tour à tour présenté ces nouvelles applications qui permettent une plus grande flexibilité aux utilisateurs et développeurs professionnels de concevoir également et déployer, mais également de gérer de manière rentable et transparente les charges de travail des applications. Une large audience représentant les plus importantes sociétés djiboutiennes sont venus donc suivre les présentations qui portaient également sur la protection des données face aux hackers, mais aussi la prévention des pertes des données. Aujourd'hui, la nécessité d'avoir une technologie importante et à l'ordre du jour. Et comme on veut être la porte de la technologie, on a essayé d'inviter tout le monde, en fait, toutes les sociétés importantes du place, pour pouvoir intervenir et soit présent lors de la présentation de notre produit cloud d'Oracle. Aujourd'hui, si vous êtes un responsable d'une société particulière importante et que votre application se trouve dans un serveur particulier dans votre réseau particulier, en cas où vous avez déjà un problème. En bref, et en image avec cette formation au profit des magistrats de la justice, lundi dernier, sous l'égide du ministre de la Justice et du soutien de l'ambassade de la France, a eu lieu à l'Institut français de Djibouti un atelier de 3 jours portant sur la formation en management judiciaire. Cet atelier a regroupé plusieurs magistrats en fonction dans les différentes juridictions de la place. Cette formation s'inscrit dans une politique sectorielle propre à la justice et aux droits de l'homme. Le colonel Abdillahi Abdi Farah, directeur général de la police nationale, a reçu dans l'académie de police Idriss Farah Abane, le nouveau commandant des forces françaises stationnées à Djibouti et FFDJ, le général de brigade aérienne Eric Guernez. Cette première visite de courtoisie a permis au nouveau commandant des FFDJ d'établir le contact avec le haut commandement de la police nationale. L'occasion pour les directeurs généraux de la police nationale de souhaiter la bienvenue aux hauts gradés militaires français. L'objectif de cette visite du nouveau commandant des forces françaises stationnées à Djibouti à l'académie de police Idriss Farah Abane, c'est de renforcer les capacités techniques, logistiques et opérationnelles des différentes entités de la police nationale, mais également les deux parties ont discuté des relations distinguées entre la police nationale et les forces françaises stationnées à Djibouti. Après cette visite entre les deux hommes, donc le colonel Abdillahi Abdi Farah, le nouveau commandant des forces françaises à Djibouti, ont effectué une visite de différentes institutions, des départements de la police nationale, et ce en compagnie du directeur général de la police nationale, le haut gradé français Eric Guernez, donc a visité en long et en large les différents départements et a reçu des explications de la part du directeur général de la police nationale Abdillahi Abdi Farah.
Dans une interview accordée à la presse, le nouveau commandant des forces françaises à Djibouti a exprimé sa satisfaction pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité qui lui a été réservée à lui et à sa délégation. Je voulais d'abord remercier chaleureusement le directeur de la police nationale pour son accueil, qui a été très chaleureux, très remarquable. Il nous a ouvert toutes les portes. Et je voudrais souligner tout d'abord, j'ai vu ici une école et des forces de police vraiment extrêmement professionnelles, qui sont toujours en plein développement, qui continuent à progresser, à développer leurs capacités. Donc une visite extrêmement enrichissante. Nous nous sommes accordés sur continuer à développer des capacités à travailler ensemble, à travailler en commun, à partager du renseignement, de l'information et être capable d'intervenir si nécessaire ici ensemble. Et je tenais aussi à souligner que toute l'action de la police ici, qui était extrêmement importante pour assurer la sécurité, notre propre sécurité des forces françaises à Djibouti, et cette collaboration, elle est extrêmement précieuse pour nous. Direction le nord du pays à Tajoura, où cette cérémonie de remise des médailles s'est déroulée au sein du poste du commandement Riyad le 23 octobre dernier. Au cours de la cérémonie, 3 employés de la société Yaboumaska, qui avaient réalisé en 2016 des travaux du forage de cette localité, ont pris part à la cérémonie le préfet, le directeur de la société ainsi que des autorités militaires et civiles. En application du directive du général du corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, que le chef du corps du Riyad, le lieutenant-colonel Ali Shehim, a décerné aux 3 employés la médaille du chevalier de l'ordre national du 27 juin. À travers cette distinction, le SEMGA souhaite récompenser ces 3 employés pour leur courage et abnégation aux côtés de nos militaires lors des tentatives de sabotage perpétrées par des mercenaires armés sur le site du forage de Marguita en août 2016. Et de là, nous passons aux nouvelles à travers le monde avec Fardous Hussein qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Fardous. Bonsoir. Et nous commençons avec ce Palestinien qui a été tué par l'armée israélienne et 3 autres ont été blessés lors d'une opération dans un village de Cisjordanie occupé. En effet, Ali, il s'agit de Mohamed Bachara, un étudiant de 22 ans qui a reçu une balle dans la poitrine. Les troupes israéliennes qui effectuent fréquemment des raids en Cisjordanie, y compris dans des zones sous contrôle civil palestinien ou israélien, conservent la supervision de la sécurité dans le cadre d'accords de paix provisoires. Les Palestiniens revendiquent la Cisjordanie capturée par Israël lors de la guerre des 6 jours en 1967 comme territoire de leur futur État indépendant, ainsi que la bande de Gaza contrôlée par le Hamas et Jérusalem-Est qui serait leur capitale. Et cet ouragan dénommé Willa qui a été donc rétrogradé en catégorie 3 qui a touché les côtes mexicaines. En effet, Ali, rétrogradé en catégorie 3 sur l'échelle de Saffir-Simpson, a touché ce soir la côte pacifique mexicaine au nord-ouest du pays et s'enfoncer dans les terres pendant de son intensité, se transformant en tempête tropicale. Les météorologues mettent toutefois en garde l'intempérie pouvant toujours provoquer des inondations et des débouchements de terrains meurtriers. Il a balayé en premier lieu l'île de Maria où se trouve une prison fédérale. Le ministère mexicain de l'Intérieur n'a pas indiqué que si les milliers de détenus qui s'y trouvent avaient été évacués ou si d'autres mesures d'urgence avaient été prises. L'ouragan qui avait été classé donc hier en catégorie 5 a perdu de sa force et a été rétrogradé ce soir en catégorie 3. Merci Fardous Hussein pour ces éclairages. C'est tout pour ce journal. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.